Bonjour, je m'appelle Walid Moulahoum, spécialiste en ressources hydriques et systèmes d'information géographique. Dans cette vidéo, je vais vous introduire un modèle de données raster. Après cette vidéo, vous serez en mesure de décrire ce que sont les données raster et comment ces données peuvent être utilisées dans les SIG. Il existe deux modèles de données communs pour représenter la réalité. Il y a le vecteur et il y a le raster. Le modèle de données vecteur a déjà été expliqué dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons seulement parler du modèle de données raster. Tout simplement, les données raster sont un grand tableau ou une matrice composée de cellules. Nous appelons les cellules pixels, qui pixel provient de la concaténation des deux mots anglais picture et element. Il est défini par un nombre de lignes et de colonnes et la taille du pixel est ce que l'on appelle la résolution. Les pixels des données raster ont une résolution spatiale. La résolution spatiale est la largeur et la hauteur du pixel. Dans cette présentation, nous parlerons des pixels de forme carrée. De nombreuses autres formes existent, mais la forme de base que vous rencontrerez le plus souvent est celle des pixels carrés. Lorsqu'on parle de la résolution spatiale de 30 mètres, cela signifie que le pixel a une largeur de 30 mètres et une hauteur de 30 mètres. C'est dans le pixel que nous stockons les données. Les données vecteurs ont des tables attributaires, mais les données raster n'ont pas d'attributs. Nous stockons les valeurs dans un pixel, ce qui signifie que chaque cellule contient une valeur. Nous pouvons distinguer différents types de données que j'expliquerai plus en détail plus tard. Tout d'abord, nous pouvons stocker des nombres entiers et nous l'utilisons pour des données discrètes ou booléennes. Booléen signifie vrai ou faux. Nous les discuterons en détail plus tard. Nous pouvons également stocker des nombres décimaux appelés virgules flottantes, qui sont appropriés d'être utilisés pour les données continues qui représentent des changements graduels dans des paysages. Il y a une autre forme spécifique de valeur que nous pouvons stocker dans le pixel qui est la valeur nulle ou no data. C'est une valeur qui indique au logiciel SIG que ces pixels ne doivent pas être utilisés dans le calcul car, par exemple, ils sont masqués à cause d'une incapacité de la mesure ou de données invalides provenant des capteurs. Selon le logiciel, cela s'appelle no data ou valeur manquante ou bien pas de données ou bien none qui veut dire en anglais not a number qui signifie en français ce n'est pas un nombre. Illustrons le concept de résolution spatiale en observant des images satellites et des photographies aériennes. Dans ce premier exemple, nous voyons une partie de l'Europe occidentale vue par le capteur MODIS qui a une résolution spatiale de 1000 mètres, ce qui signifie que chaque pixel fait 1000 par 1000 mètres. Ces types d'images sont utiles pour visualiser ou détecter par exemple les gradients dans la végétation ou les formes de nuages. Nous allons maintenant zoomer sur les Pays-Bas. Maintenant, nous regardons une image aster. Cette image n'est pas en true color ou bien couleur réelle, mais dans ce qu'on appelle false color ou bien fausse couleur, où nous avons attribué la couleur rouge à la réflexion de la végétation dans le proche infrarouge. Ce que nous pouvons voir, c'est que la résolution spatiale est de 15 mètres, donc chaque pixel fait 15 mètres sur 15. On peut voir le contraste entre la ville d'Utrecht en blanc et bleu clair et la campagne où l'on voit des pâturages hollandais typiques en couleur rouge. Lorsque nous regardons l'image Iconos, qui a une résolution spatiale de 4 mètres, nous pouvons zoomer davantage sur le campus de l'université d'Utrecht. On distingue ici différentes caractéristiques comme une forteresse au sud de cette image, les différents bâtiments du campus. On peut même voir des voitures sur l'autoroute.
Ceci est une partie agrandie de la même image. Bien que nous puissions distinguer les différents pixels, nous arrivons toujours à voir les différentes entités. Nous pouvons également regarder des photographies aériennes. Cette photographie aérienne a une résolution spatiale de 25 cm, donc chaque pixel mesure 25 sur 25 cm. Nous distinguons ici les vitres des voitures, les lignes sur les routes, les personnes assises sur la terrasse ou presque les feuilles sur les arbres. Toutes ces différentes résolutions spatiales ont leur propre objectif pour distinguer les entités du monde réel. Il existe également d'autres propriétés des images à prendre en compte pour le choix de l'image ou de la couche raster que vous souhaitez utiliser. Dans une vidéo précédente, nous avons discuté des données vecteurs. Mais alors, pourquoi avons-nous besoin de données raster? Nous avons précédemment observé la même image et nous avons identifié des entités spécifiques que nous pouvons représenter sous forme de points, de lignes et de polygones dans un modèle de données vecteurs. Ce que nous ne pouvons pas représenter, ce sont les propriétés physiques du paysage qui changent progressivement le long du paysage. Par exemple, les gradients de couverture végétale ou bien les gradients d'élévation. Les données raster sont bien meilleures pour représenter les gradients dans le paysage, représentant ainsi les données continues. Maintenant, à vous de jouer. Si vous pensez à la modélisation hydrologique ou environnementale par exemple, pouvez-vous citer quelques propriétés supplémentaires de ce paysage que nous pouvons mieux représenter avec des données raster? Dans ce cas, on pourrait par exemple penser à l'humidité du sol qui change progressivement au fil du paysage. Elle n'a pas de frontières nettes. On peut également penser aux variables météorologiques telles que la précipitation ou bien la température. On peut également dériver d'autres propriétés de l'élévation comme la pente ou bien l'inclinaison d'une pente d'un paysage. En tout cas, il existe de nombreuses propriétés physiques que nous pouvons et devons représenter sous forme de gradients pour lesquels les données raster sont mieux adaptées que les données vecteurs. Lorsque nous travaillons avec des données raster, il existe différents types. Le type influence la visualisation et le type de calcul que nous pouvons effectuer. Il existe des rasters discrets. Les cellules des rasters discrets contiennent des valeurs entières et représentent des classes. On peut donc penser à des couches représentant l'usage du sol ou une carte de sol par exemple. Ce type de données est très comparable aux polygones et peut être facilement converti entre l'un et l'autre. Un deuxième type de données raster sont les rasters continus. Ils sont représentés par des valeurs réelles dans les cellules. Ils peuvent être décimaux, négatifs ou positifs. Ils sont utilisés pour représenter des entités sans bordure nette, tout comme les gradients que nous avons exposés dans un slide précédent. On peut aussi penser à des données d'altitude ou un modèle d'altitude numérique, une carte avec les températures, l'humidité du sol ou le ruissellement. Généralement, ils n'ont pas de frontières nettes et ne peuvent pas être représentés avec des vecteurs. Les rasters booléens sont un type de données particulier. Les rasters booléens ont seulement une valeur de 1 ou 0, où 1 signifie vrai et 0 signifie faux. Ceci est très important si vous souhaitez représenter par exemple des cartes d'inondation. La zone inondée prend la valeur 1 et la zone non inondée prend la valeur 0. La même chose peut être faite où l'on veut distinguer une zone urbaine d'une autre zone non urbaine ou bien une zone polluée d'une autre zone non polluée. Dans ces cas, nous utilisons des rasters booléens et ils sont très utiles pour utiliser une opération logique et faire de l'algèbre cartographique que nous aborderons dans une autre vidéo.
Si vous souhaitez visualiser des rasters, vous devez prendre en compte ces types de données. Lorsque nous parlons des rasters à bande unique, cela signifie que toutes les valeurs des rasters sont stockées dans une couche et que chaque valeur de la couche représente une certaine propriété. Si la couche est un raster discret, nous utilisons des valeurs palettisées ou uniques avec des couleurs aléatoires. Les couleurs doivent être choisies de telle manière qu'elles soient intuitives ou nous étiquetons chaque valeur avec le nom de la classe. Le type booléen est très similaire. Nous utilisons également des valeurs palettisées ou uniques, mais dans ce cas, nous n'avons que 0 et 1. Ensuite, nous pouvons l'étiqueter avec vrai ou faux, inondé ou non inondé. Nous utilisons également des couleurs aléatoires qui sont discrètes. Pour les rasters continus, nous utilisons des dégradés de couleurs. Les palettes de couleurs sont très utiles pour représenter les gradients dans le paysage. En fonction des données que nous voulons visualiser, nous choisissons un ensemble de couleurs différents pour la plage des valeurs que nous avons. Parfois, vous verrez également des rasters à bandes multiples, ce que nous n'allons pas traiter dans ce cours. Vous verrez cela principalement dans la télédétection où nous avons une pile de couches qui forment une image que nous pouvons utiliser pour une analyse plus approfondie. Dans la télédétection par exemple, la réflexion dans une partie du spectre électromagnétique est stockée dans différents canaux ou bandes. Ici, nous voyons la bande 4, la bande 3 et la bande 2 d'un certain capteur. Nos yeux sont limités et nous ne pouvons voir que le rouge, le vert et le bleu. Il faut donc contribuer un certain dégradé, il faut attribuer un certain dégradé de couleur en rouge, vert et bleu au reflet de la télédétection. Ensuite, nous pouvons combiner cela dans un SIG ou un logiciel de télédétection et regarder différentes combinaisons de ces bandes qui nous donneront une indication des différentes propriétés de réflexion. Dans cette présentation, nous nous limiterons seulement au raster à bande unique où chaque couche individuelle représente une certaine propriété du paysage. Illustrons plus en détail ces différents types de données raster en observant des exemples. Regardons d'abord des exemples de données raster continues. Les données de télédétection avec réflexion de surface sont des données continues où chaque cellule représente le reflet de la surface de la Terre. Chose que l'on voit dans ce cas dans la ville de Kampala, en Ouganda. Le modèle numérique d'élévation est également une donnée raster continue. Ce sont des gradients dans le paysage. Les valeurs peuvent être décimales, négatives ou positives, ce qui n'est pas possible pour les rasters discrets. Les données négatives sont très utiles pour les pays comme les Pays-Bas, qui sont pour la plupart en dessous du niveau de la mer. Nous pouvons utiliser des données raster continues pour représenter des données ponctuelles interpolées, dans ce cas, des températures par exemple. Pour les données raster discrètes, nous pouvons penser à des cartes d'occupation des sols. Nous voyons ici la carte Corine de l'utilisation des terres élaborée par la Commission européenne. Chaque pixel a une couleur discrète qui indique à quelle classe il appartient. On n'observe pas de gradient, mais que des frontières nettes. Il en va de même pour la carte des sols. Nous voyons ici la carte des sols du Centre commun de recherche JCR. Ici, chaque sol a une valeur et une couleur qui indique à quelle classe de sol appartient un pixel. Comme vous le voyez, il n'y a pas de gradient, mais seulement des bordures nettes. Nous avons maintenant les cartes booléennes. Ici, nous voyons un exemple de données d'inondation. En fait, ce sont deux cartes booléennes superposées qui indiquent les zones inondées et non inondées pour deux épisodes d'inondation. Le vert clair correspond à une zone inondée et le non inondé est rendu transparent. En bleu, nous voyons un autre épisode d'inondation et le transparent est ce qui n'a pas été inondé.
Cette carte ressemble à une carte discrète, mais en fait, ce sont deux cartes booléennes l'une sur l'autre. Jusqu'à présent, nous avons appris beaucoup sur les données vecteurs et raster. Mais quelles sont alors les principales différences entre les deux? Il y en a beaucoup et je vais me concentrer sur quelques-uns. Avec les rasters, il est très difficile de créer des superpositions, ce qui est en fait très facile à réaliser avec les données vecteurs. Avec les rasters, nous devons utiliser la transparence ou les modes de fusion, ou aussi nous devons masquer certaines données et les rendre transparentes en définissant ces valeurs sur le no-data ou bien les valeurs manquantes. Avec les rasters, si nous voulons enregistrer, reprojeter ou mettre à l'échelle, cela nécessitera plein de calculs, alors qu'avec les données vecteurs, nous n'avons besoin de le faire que pour les nœuds et de refaire les connexions de la géométrie, ce qui est plus rapide et plus facile. Les rasters sont généralement stockés dans de gros fichiers, car chaque pixel doit être stocké. Dans les vecteurs, il suffit juste de stocker la géométrie et les attributs. Les rasters sont difficiles à éditer. Nous devons régénérer toute la matrice. Avec les vecteurs, nous pouvons simplement déplacer les points, lignes au polygone ou les nœuds et éditer la carte de manière plus simple et très rapide. Le principal avantage des données raster est que nous pouvons faire de l'algèbre cartographique et tout type de traitement raster, ce que nous expliquerons davantage dans une autre vidéo. Les données vecteurs sont mieux adaptées pour faire l'analyse du réseau, le routage sur les réseaux et la navigation. La vraie puissance des données raster est que nous arrivons à représenter des entités continues représentant des gradients dans un certain paysage. Avec des données vecteurs, ceci n'est pas possible. Il est très utile d'utiliser les données vecteurs pour des entités discrètes et même des entités qui n'ont pas une surface, comme les points d'échantillonnage à partir d'une carte par exemple. Et à la fin, les données raster proviennent principalement des capteurs, de la télédétection, mais aussi des images de drones par exemple et toutes sortes d'autres capteurs. Pour les vecteurs, les données peuvent provenir du GPS ou peuvent être numérisées à partir d'une carte. Donc voici les différences entre le modèle de données vecteur et le modèle de données raster. Il faut toujours prendre en considération ça avant de choisir quel modèle pour représenter vos données.